Parfois, la boussole se dérègle, le nord se brouille, les repères vacillent. Septentrion est né de ce vertige. Un podcast pour celles et ceux qui explorent le monde, pour celles et ceux qui le racontent dans des livres, des films, mais surtout des engagements. Je m'appelle Stéphane Dugast, je suis auteur, réalisateur et explorateur à ma façon. Bienvenue sur mon podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. Je suis au 184 boulevard Saint-Germain, qui est le siège de la Société de géographie, qui abrite dans un petit bureau la Société des explorateurs français. Et ça tombe bien, parce que je suis avec Marine. On connaissait Marine par écran interposé, par réputation interposée. Et là, c'est la première fois que je te rencontre en vrai, c'est quand même mieux, quoi. Merci, je suis heureuse de te retrouver aussi, et puis de découvrir ce lieu. Et Marine, elle a la particularité, c'est que ce soir, elle fait une conférence, Love Boat. Peut-être que tu peux déjà, d'entrée de jeu, nous en dire un petit peu plus sur cette conférence, surtout sur ce projet, parce que la conférence, elle tourne ailleurs en France ou c'est une date unique ? C'est une date unique. Je suis habitant en Nouvelle-Calédonie, donc je suis là c'est les 4 derniers jours avant de rentrer. C'est un documentaire qui a été tourné sur la première mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une mission humanitaire pour faire des soins, proposer des soins médicaux dans les îles reculées. Et ensuite, je présenterai l'association, la Fonds de dotation Aide Océan, qui, lui, a œuvré dans plusieurs pays, l'Ukraine, la Papouasie et la Nouvelle-Calédonie. On va peut-être parler après de l'association, mais cette mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand on dit Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est les images d'océan Pacifique, c'est du bleu, c'est des cocotiers, c'est des gens aux cheveux crépus, c'est très cliché ce que je dis. Cette Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est quand même une terre d'explorateurs, d'exploratrices, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces missions que tu as menées là-bas dans ce qu'on pense être un Eldorado, qui n'est peut-être pas un Eldorado du tout? Alors pour moi, les missions, elles sont assez récentes. Elles démarrent en 2022. C'est vrai que c'est un pays peut-être un peu connu, mais le plus grand du Pacifique, le plus peuplé du Pacifique. C'est un cinquième en termes de population de ce qu'on a en France, et un pays grand qui est le 3/4 de la France. Donc dans ce pays, le soin n'arrive pas partout. Il y a par exemple la capitale qui a à peu près 100 km de réseau routier. Ensuite, il n'y a plus rien. Il y a des reliefs allant à 4500 mètres. Les gens sont isolés. Un pays qui est dans les plus pauvres du monde, avec un taux de vaccination dans les 10 derniers du monde aussi. Donc j'ai pensé à ce pays au départ. On va dire que c'était juste aller travailler dans le Pacifique et allier mes compétences premières qui étaient de piloter et infirmière, puisque j'ai pratiqué ces 2 métiers. Et donc, arrivant et vivant en Nouvelle-Calédonie, j'ai regardé un petit peu autour de moi. Je pensais que le Vanuatu pourrait aussi être un pays qui avait des besoins, mais on était pendant la période de Covid et les frontières étaient fermées. Donc, j'ai postulé au Fonds du Pacifique, et quand j'ai eu une donation, j'avais 1 an pour l'utiliser. Et les frontières étaient toujours fermées dans les pays les plus proches de la Calédonie. Et on me dit, tu verras, la Papouasie-Nouvelle-Guinée va ouvrir ses frontières en premier et les besoins sont énormes. Donc j'ai pris un billet d'avion, puis je suis allée là-bas toute seule. J'ai d'abord été approchée à l'ambassade de France. J'avais vu qu'il y avait une petite ambassade, la plus petite à l'époque. Maintenant, c'est les Samoa. Et il y avait 3 personnes. J'ai rencontré l'ambassadeur. Je lui ai dit, voilà, j'ai un budget pour monter des missions humanitaires. J'aurais aimé louer un avion, un hélicoptère, mais le budget ne conviendra pas à ce genre de mission. Donc, je cherche un bateau et je veux partir faire des soins dans les îles les plus isolées. Donc, il m'a dit, où sont tes cartes du corps ? J'ai dit, j'en ai pas. Et il m'a dit, où loges-tu ? Je lui ai donné le nom de l'hôtel. Tu es venu comment ? À pied. Il me dit, t'es casse-cou, donc faut que tu ressortes de là. J'ai pas envie que tu finisses dans une petite boîte en sapin. Donc, idéalement, ça serait mieux que tu rentres en Nouvelle-Calédonie et que tu restes là-bas.
Alors, c'est connu comme la 3e capitale la plus dangereuse au monde. C'est Moresby, c'est ça Port Moresby, oui. Moresby. Et je l'ai remercié de son accueil. Et puis, je suis partie et j'ai continué mon chemin. Donc, je suis d'abord pas loin, il y avait le yacht club. J'ai été voir s'il y avait un bateau à louer. T'as pas eu peur, quoi. Il t'a dit, il faut repartir. Vous cliquez vos claques. T'as fait oui, très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais y aller. J'ai vu mon chemin. Donc, le yacht club, j'ai pas trouvé de bateau. Ensuite, je suis allée voir les affaires maritimes, les opérations maritimes. Je leur ai demandé les endroits où il ne fallait pas naviguer, parce que, avec mon expérience dans la marine, pas envie d'être un otage dans des zones de piraterie. Donc, il m'a dit, il faut aller vers le nord. Les îles qui sont près de l'équateur, la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-Bretagne, sont des zones à peu près sécures. C'est mieux d'envisager votre programme là-bas. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'aiment l'exploration, Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Bretagne, c'est des vraies terres d'explorateurs. C'est un Bougainville qui est passé, c'est un Duperret qui est pas très qui est moins connu, qui est passé. Je vous en dirai peut-être un peu plus dans un autre podcast, et on va en parler d'ailleurs, et c'est des terres... Marquis de Ré. Le Marquis de Ré, oui. En breton. L'escroc, avec une histoire invraisemblable. Je t'ai coupé, donc là, Donc là, je me dis, il faut donc aller vers ces îles qui sont potentiellement les moins dangereuses. Donc, je prends 2 avions, je pars de Port Moresby, je me pose à Rabaul en Nouvelle-Bretagne, puis de Rabaul, je redécolle pour la Nouvelle-Irlande, avec la ville principale qui s'appelle Cavienne. Une île qui représente 350 km de long sur 25 de large. On va dire que c'est 3/4 de la Nouvelle-Calédonie, et 220 habitants. Je me présente à l'hôpital et je demande si on venait avec un bateau, avec des soignants, est-ce que ça pouvait les intéresser. Donc, ils me disent qu'il y a un des programmes de vaccination qui n'arrive pas à faire à part à l'hôpital. Ils n'ont pas les moyens d'aller vers ces îles. Donc, je leur propose dans les 6 mois de venir avec un bateau, de trouver une équipe et puis d'être accompagné par eux. Si possible, qu'on fasse 50-50 en termes d'équipage, 50 soignants locaux et 50 qui viendraient de membres et d'Océan. C'est quoi le course? Ouais. L'idée, pour moi, ça paraissait important. C'est une zone où il y a 45 dialectes, 22 langues différentes. L'anglais les rassemble. Mais je pense qu'on est tellement différents culturellement, etc., que je préférais être entourée de gens de locaux. Voilà. Donc là, on peut dire que c'est la mission repérage, c'est où elle démarre. La première, eh bien, après, pour moi, c'est du repérage, c'est voir les autorités de santé, c'est savoir si on doit monter un contrat, est-ce qu'il reste provincial, est-ce que c'est un contrat national, et quelles sont les autorisations qui sont nécessaires d'avoir. Donc, je reste 3 jours. On m'explique qu'il faut que tous les soignants qui viendront aient une autorisation d'exercer dans le pays. Donc, c'est un certificat temporaire d'exercer, que je peux me renseigner à Port Moresby auprès du ministre de la Santé, du ministère de la Santé. Donc, je retourne à Port Moresby, je cherche ce bâtiment, je demande comment on monte un dossier, des dossiers, puisque l'idée c'était de venir avec, au départ, médecin infirmier. Et dans les missions qui ont suivi, puisqu'on en a fait 4 maintenant et on part pour une 5e au mois d'avril, ils nous ont demandé de rajouter des gynécologues et dentistes. Alors pour la première mission, ils nous demandent en effet d'avoir un contrat signé avec les autorités nationales et provinciales, ce qui va être un sacré le petit saut. Challenge. Donc ce challenge, en fait, le contrat va être signé la veille du départ avec le bateau. Ça va être 6 mois d'échanges long, compliqué, avec la corruption, avec quand même quelque chose qui est un peu national, un sport national là-bas. Donc, c'est très difficile d'obtenir ce contrat. Il me demande de quelle nationalité je suis au jour où on le signe. Je dis française et il me dit que ça sera que le président de la République française qui pourra signer. Donc, je m'explique que ça va être très compliqué. Donc, on finit par y arriver. Et pour cette première mission, on a la chance d'avoir avec nous
un jeune journaliste et un caméraman qui permettra de faire ce documentaire qui s'appelle Boat Love, qui est l'histoire, on va dire, d'amour entre deux personnes. À l'époque, Sébastien Destremaux partage ma vie et il se joint à ce projet et donc il vient faire cette première mission avec moi. Alors, tu nous as donné un petit peu des éléments tout à l'heure en nous disant à la fois, on a entendu la Marine nationale, pilote et infirmière. J'aimerais peut-être qu'on revienne quelques années en arrière parce que quand on connaît l'institution, quand on connaît les métiers, c'est un peu improbable, pilote infirmière. Pour moi, ça reste un travail pour l'autre, pour la société, pour l'humain. Ça reste un travail qui peut être en équipe. On peut être aussi en infirmière, parce que je suis aujourd'hui libérale, donc plutôt seule, mais en général en équipe. C'est un travail pour moi, pilote ou infirmière, qui reste assez manuel, dans le relationnel aussi. Donc, pourquoi pilote? Au départ, j'ai pris l'avion pour la première fois à 11 ans. Mon père était passionné d'ornithologie et voulait que tous les Noëls, on passe nos Noëls à l'étranger, découvrir un pays et surtout observer les oiseaux. Donc, depuis l'âge de 2 ans, il m'emmène compter les nids des oiseaux sur le golfe du Morbihan, puisque je suis née en Bretagne. Il est conservateur des îlots et des réserves de la protection de la nature en Bretagne. Est-ce que c'est de là que j'ai envie de voler? Je ne sais pas. Il n'y a pas de pilote dans ma famille, il n'y a pas de militaire dans ma famille, mais je sais que je réclame à mes parents tous les ans de voler, d'apprendre à piloter. Et à mes 15 ans, pour mon anniversaire, on m'emmène à l'aéroclub le plus proche, donc à Vannes, et je fais mes premières heures de vol et je passe mon brevet de pilote privé dans les plus jeunes à 17 ans. Ouais. Ah oui, c'est une vocation précoce. C'est précoce, puis après, je regarde Top Gun et je me dis, je vais être pilote de chasse dans la marine. Mais bon, c'est pas ouvert aux femmes. Caroline, elle est la première, donc je me dis, elle vient juste d'être macaronnée. Je rentre 1 année et demie après elle. Je pense que la marine va... Explique-nous macaronnée. Macaronnée, qui connaît donc en fait, quand on a un cursus d'élève pilote, on a d'abord une demi-aile et puis après on a des ailes complètes, ça veut dire qu'on est capable de partir seul et de naviguer dans une flottille ou une escadrille, voilà. Donc je décide après cette vie en aéroclub jusqu'à mes 17 ans de rentrer dans la marine, d'essayer d'être pilote de chasse. Je sais que c'est pas ouvert, mais je sais que les 2 premiers, c'est un tronc commun à l'époque, on vole sur un avion qui s'appelle l'Epsilon. Et les 2 premiers, potentiellement, peuvent faire la chasse s'il y a des places. Donc, je finis 2e. Mais c'est pas ouvert aux femmes. C'est toujours pas ouvert aux femmes. Ça ouvrira 10 ans plus tard. Moi, je rentre en 94. La première, ça sera en 2007. Et ça sera très court pour elle. Donc, le 3e et le 4e partent faire pilote de chasse. Et moi, je me marie au 3e. Et je vis la chasse par procuration, tout son cursus aux États-Unis pour la marine. Et je deviens pilote d'hélico puisque je voulais embarquer. Et que mes possibilités, c'était soit aller en surveillance maritime ou pilote d'hélicoptère. Donc à 21 ans, je suis brevetée pilote d'hélicoptère dans la marine. Et je vais rester 15 ans, en finissant par une mission dont on a peut-être un peu entendu parler. C'était la libération des otages sur le Ponant. Donc un bateau qui avait été arraisonné dans le golfe d'Aden, près de la Somalie. Et moi, à cette époque-là, j'étais sur la Jeanne d'Arc, chef de détachement des hélicos. Il y avait 4 hélicos à bord. Alors, on rappelle donc la Jeanne d'Arc, porte-hélicoptère, qui était le navire école de la marine, navire légendaire, que je connais bien aussi pour avoir fait des livres et des films, mais là n'est pas l'essentiel. Et puis on est dans une époque où la piraterie au large de la Somalie, au large de Djibouti, au large du golfe d'Aden, c'est terrible, et c'est une des missions d'ailleurs de la task force alliée de surveiller tout ça et de faire en sorte que les prises d'otages ne s'effectuent pas. Et ce jour-là, le voilier Ponant, je rappelle, c'était le voilier qui était le bateau de l'emblème, le bateau luxueux. Il y a des otages à bord, et là il y a la Jeanne, je l'ai raconté d'ailleurs dans le livre sur la Jeanne d'Arc pour ceux que ça intéresse, et la Jeanne qui est déroutée, les commandos marines qui vont arriver, l'amiral marin Gillet, si ma mémoire est bonne, qui te dira d'ailleurs quelque chose à la fin de cette mission pour t'avoir lu. Mais redis-nous tout, parce que toi, tu y étais, moi j'ai vécu tout ça par procuration.
La Jeanne d'Arc était à ce moment-là en escale à Madagascar. Et ce bateau qui appartient, donc le Ponant, un voilier de 3 mâts, à peu près une centaine de mètres, et lui aux Seychelles, il vient de déposer des touristes américains et il revient vers le canal de Suez. Et ils sont arraisonnés au large de la Somalie. On est les premiers à se dérouter dans les bateaux de la marine. Donc on arrive sur zone en avril 2008 et on nous demande de faire un vol de reconnaissance pour voir si à bord on peut compter déjà combien de pirates, quel l'armement, etc. Donc je fais un vol de reconnaissance. Puis après, d'autres bateaux de la marine vont nous relier. Au bout d'une semaine, il va y avoir un accord entre l'armateur du bateau, donc CMA CGM qui avait à cette époque-là la compagnie du Ponant de bateaux de grand luxe, de voyage, se met d'accord sur une somme. Donc il faut quand même un petit peu de temps pour que tous les billets de $100 arrivent à bord, parce qu'il fallait que ça soit une petite coupure de $100. En effet, les commandos marines nous rallient, mais aussi le GIGN. Donc, quand tout le monde se met d'accord, ils sont en fait trop nombreux, GIGN et commandos marines. Donc, il est décidé que si la mission se déclenche un jour pair ou impair, ça sera l'un ou l'autre. Donc, nous, en tant que pilote d'hélicoptère, on brief tous les jours avec l'un et l'autre. Et le jour de la mission, c'est les commandos marines qui partent. Donc, les 30 otages sont libérés. La particularité, c'est que le capitaine du bateau, il le garde potentiellement pour faire surenchérir le prix de la rançon. Et il a été, je trouve, très, très méritant, et il a osé, il a gardé une petite VHF marine qu'il a cachée pendant une semaine de sa prise d'otage. Il avait caché les femmes dans les ponts inférieurs. Je ne sais pas si vous avez vu le film Captain Phillips, mais c'est exactement ça. Et rappelle son nom, c'est le capitaine... Capitaine Patrick Marchesso. Marchesso, qui est une figure de la compagnie Ponant et qui maintenant est sur les navires de croisière expédition. Charcot notamment, et navigué avec lui, et c'est un amour en couleur. Donc Patrick Marchesso, là en 2008, c'est son fait d'armes là. Son fait d'armes, il a à plusieurs reprises un pistolet automatique sur la tempe, et on manque de le descendre parce qu'en cachant les femmes dans les ponts inférieurs, au bout de 48 heures, elles se demandent ce qui se passe. Elles ont mangé les boîtes de conserve et bu le vin qu'il y avait dans cette zone du bateau, mais elles n'ont plus rien, donc elles sortent. Là, les pirates étaient persuadés que tout l'équipage était présent, et en fait, il manquait une dizaine de femmes, donc ils sont furieux. Le capitaine est malmené à ce moment-là. Il continue à essayer de brouiller le radar pour pas qu'il s'aperçoive que d'autres bateaux militaires arrivent. Il prévient avec sa petite VHF marine combien il y a de pirates à bord, etc. Il donne des détails. Donc, ce qui va aider aussi pour l'assaut final. Et donc sur le moment où tous les otages sont libérés, où leur rançon est donnée, il garde le capitaine à un pont qui est à 20 mètres à peu près de l'eau. Et les commandos lui avaient dit, surtout s'ils te gardent, s'ils ne te mettent pas avec tout le monde, tu sautes peu importe la hauteur du pont. Donc il saute de 20 mètres de haut dans l'eau, et il y a des plongeurs, nageurs de combat qui le réceptionnent et qui le récupèrent. Donc, il n'y a pas de blessés sur cette mission. Ça a bien sûr coûté quelques dollars à l'armateur. Donc, on se repose tous. Nous, pour les hélicos, on était mis en stand-by, en stack d'attente, prêts à tirer sur les pirates si ça se passait mal. Mais cette partie de la mission se déroule très bien. Donc, on rentre sur la Jeanne, on se pose, et peut-être une petite heure après, on nous demande de redécoller, et on nous briefe en l'air, et on nous explique qu'en fait, il y a un Atlantique 2, donc un avion de la marine, qui observe toute la mission depuis le début. Donc on rappelle que l'Atlantique, il est très très haut, on ne le voit pas, mais il a on va dire des antennes et des moyens de détection, et c'est lui qui éclaire la zone, si je m'exprime un peu comme un Pékin moyen.
Donc, il peut voir en effet une aiguille dans une botte de foin, il est à 10 km de haut et il me dit, là, il y a une partie de l'Arançon qui est arrivée par des skiffs, des petits bateaux à terre. Une grosse partie est mise dans 2 4x4 qui partent dans le désert. Il serait bien d'essayer de les rattraper, de récupérer les dollars qui sont à bord et de récupérer aussi les personnes qui seront dans ces 4x4 pour en faire des prisonniers. Donc à l'époque, Nicolas Sarkozy, notre président, est en ligne avec un gilet et donne son feu vert pour qu'on décolle et qu'on aille les attaquer. Voilà. Et toi, t'es à bord, Moi, je suis à bord, oui. Toi, t'es à bord, c'est un Alouette ou... C'est une Alouette, ouais, à l'époque, ouais. Et grosse libellule. Oui, qui est maintenant dans les musées d'ailleurs. Il y a à l'époque Panthère, Alouette 3 et Puma et Gazelle Haute qui sont sur la mission, parce qu'il y avait un détachement de l'armée de terre qui était venu s'entraîner, ça tombait bien. Donc on va décoller à 6 hélicos, on va être guidé par l'Atlantique 2 pour aller pour chasser dans le désert. Et donc chez Commando Marine, un tireur d'élite va stopper un des 4x4 en tirant dans le moteur. Donc il y aura un petit éclat de métal qui ira dans le copilote. Voilà, donc un des pirates sera légèrement blessé au niveau de la jambe. Et il y aura des tirs de semences et puis des tirs entre les pirates et les commandos. Donc on est tous armés. Pour la marine, on n'a pas de gilet pare-balles, donc avant de partir, je récupère ça chez les fusiliers commandos marins du bateau. Je leur demande de nous passer leur équipement et on refait des entraînements de tir et on n'aurait pas eu besoin de tirer puisqu'on avait quand même nos tireurs d'élite avec nous. Mais voilà, il y a des tirs entre nous. On récupère les 6 pirates qui étaient à bord du 4x4 et puis une partie de la rançon. Ensuite, la Gazelle Haute va tirer un missile sur le 4x4 qui sera détruit. Donc il y a une partie de la rançon qui est partie en fumée, c'est ça ou... On a récupéré tous les sacs de dollars dans le 4x4 avant de tirer sur le 4x4. Et j'en ai mis un peu dans ma poche. Non, c'est pas vrai. Ouais. D'ailleurs, quand on est rentré, ils nous ont fouillé la tête aux pieds, voir ce qu'on avait gardé, pas gardé, ce qu'on avait filmé, toutes ces images, voilà, parce qu'on était tous avec mon téléphone et on avait filmé ce qu'on faisait. Et là c'est mieux qu'un film. Comment tu vis cette mission opérationnelle à haute intensité, comme on dit dans le jargon? Alors, sur le moment, c'est un accomplissement de toutes ces années d'entraînement, donc je suis ravie de participer à ça. En plus, j'ai à cœur de libérer les otages français et sur les 30 otages, il y en a 22 qui sont français. Donc, j'ai une inquiétude, c'est à cette époque-là, je suis maman de 3 enfants. Ils sont pas hauts, ils ont 1 an, 2 ans et 4 ans. Dans les briefings qu'on a avec le GIGN ou le commando marine, avant de faire cette mission, dans les 5-6 jours qui précèdent, ils nous expliquent que vu l'armement des pirates, un hélicoptère est une jolie cible et qu'on est une belle boule de feu, puisque en gros on est assis sur un réservoir. Donc ils sont inquiets de cette mission, ils sont inquiets que ça se passe mal. Donc j'écris une lettre à mes enfants que je remets au commandant du bateau avant de décoller, et lui disant que si je ne dois pas rentrer, je veux que cette lettre leur soit envoyée. Voilà. Après la mission... Je te fais juste la parenthèse, j'avais voulu écrire un papier, un article sur justement les femmes et l'engagement, et avec cette limite tu vas me trouver très fleur bleue ou très, très basique en disant comment une femme dans un engagement, et quand elle est mère, peut à la fois donner la main et donner la vie. Et j'ai jamais été caviardé dans l'armée, j'ai fait 16 ans, et là on m'a dit non, là tu t'arrêtes. Pour moi, je me suis dit que ce soit père ou que ce soit maman et qu'on décède, nos enfants ont besoin des deux, donc pour moi, et leur papa était pilote de chasse dans la marine, donc les deux avaient des métiers à risque, on va dire. Aujourd'hui, je dirais que quand je vois leur réaction à ces 3 enfants, est-ce qu'il y en a un qui a envie d'être pilote, est-ce qu'il y en a un qui a envie de faire ce qu'on a fait? 1 sur 3. Les 2 autres me diront non, jamais. Déjà t'embarques, on ne voit pas, c'est long. Et il y en a un qui est passionné aussi. Donc
Après, ce qui s'est pour moi passé, c'est que ce retour m'a quand même fait réaliser que je m'étais absentée 5 mois et demi. Bien sûr, j'avais risqué ma vie, mais j'étais engagée pour ça. J'arrivais à une période où moi j'étais contractuelle, j'étais à la fin de mon contrat et on m'a proposé une affectation qui avait rien à voir avec ce que je faisais puisque j'étais instructeur et que j'avais plus que quelques mois de contrat et on m'a proposé d'aller faire la sélection des pilotes sur Cap 10 et sur Rallye. Ça faisait 13 ans que j'étais sur hélicoptère, donc j'ai pas été en accord avec cette décision, donc j'ai quitté l'armée. Et j'avais déjà dans l'idée de... Quand je suis rentrée à 18 ans et que je me suis engagée, je m'étais toujours dit, si mon cursus, si mes sélections, si mes concours ne fonctionnent pas, je ferai médecin ou médecine. Donc j'avais déjà envie d'aller vers le soin. Donc voilà, je me suis dit, il était temps de partir vers le soin et avec ces enfants qui étaient donc, comme je le disais tout à l'heure, 4 ans, 2 ans et 1 an. Et j'étais sur le point de divorcer, je me voyais pas faire 8 ans ou plus de médecine, donc je suis partie faire un cursus d'infirmière. Alors, je l'ai lu, ça va être dans le récit qui est paru avec la Société des Explorateurs, qui était piloté, je crois, qui était piloté par Jean-Christian Kipp et Olivier Lébert. J'ai lu ton récit. Dans le récit est écrit que quand tu as dit à l'amiral Marin Gillier que ok, tu étais pilote, mais que tu allais devenir infirmière, c'était comme s'il avait eu un blanc. Enfin, la réaction avait été bizarre, c'est ça? Oui, oui. Ah bah, il m'a dit, c'est pas possible, je vais te proposer autre chose. Donc, te propose de devenir pilote pour GAM. C'était à l'époque le transport ministériel. Ou alors, il nous manque des femmes espions et tu aurais un bon profil, donc ça serait bien aussi que tu te rapproches de cette formation. Donc, on en a discuté, j'ai regardé les tenants et les aboutissants du contrat et pour moi, je n'avais pas toute la sécurité que je souhaitais avoir. Et je pense que sa deuxième proposition m'aurait bien intéressée. Mais voilà, je suis partie faire un cursus d'infirmière. Voilà. Et entre-temps, moi, ça y est, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était évidemment dans le journal de la marine Col Bleu, qui avait fait un papier qui t'était consacré. Et c'est quand tu as fait aussi un livre, je crois, aux éditions du Rocher, mais bien des années après. Voilà. Ouais. Le livre qui raconte ces années de marine, je ne l'ai pas écrit, c'est Jean-Marie Lemenet. Parce que quelques temps après, en école d'infirmière, j'apprends que je suis sur la liste, on va dire, des personnes qui peuvent avoir la Légion d'honneur et devenir chevalier. Donc, je suis conviée à Paris pour recevoir cette médaille. Et dans les gens qui sont invités, Monsieur Ménet se rapproche de moi et me dit « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'est croisés sur la Jeanne d'Arc, vous aviez 22 ans, vous veniez d'avoir vos ailes. J'écris des livres. Je trouve que votre carrière est impressionnante. Ça serait peut-être bien de faire un témoignage de ce que une femme dans la marine, pilote, vit. Donc, si vous voulez, on peut écrire un livre. » Et donc, l'histoire est partie de là. Il l'a écrit, il m'a questionné sur mes années dans la marine et il a écrit Entre ciel et mer. D'accord. En 2012, j'étais en école d'infirmière. J'allais finir l'école. D'accord, donc justement, on va rester en 2012. Donc, tu fais l'école d'infirmière après une carrière de 15 ans dans la marine. Et là, c'est toutes les... D'ailleurs, tu l'as fait où, l'école d'infirmière? Je suis retournée à la source où je suis née. Je suis retournée à Vannes, en Bretagne. Ouais, 2009-2012, 3 ans d'école. D'accord. Ouais, donc, ce qui était pour les enfants aussi pratique, j'imagine. Et donc, sortie de l'école d'infirmière, là, il y a tout à écrire. Et d'ailleurs, les collègues, les camarades en école d'infirmière savaient ton parcours ou au contraire, tu étais un petit peu plutôt discrète et... Non, ils ne le savaient pas. La directrice le savait. Elle m'avait demandé si je pouvais intervenir. Il y avait une école d'aide-soignante pour dire qu'il fallait pas avoir peur de se reconvertir, de changer. Donc, on m'avait demandé d'écrire un petit article pour le journal de l'hôpital du CHT de Vannes. Non, après, j'étais dans les plus vieilles, donc on nous questionnait. On était 3-4 à avoir entre 35 et 40 ans, donc on nous demandait ce qu'on faisait là, mais on était chouchoutés. Et donc là, après 2012, nouvelle page nouveau chapitre dans ta vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? En 2012, je suis donc juste
diplômée, je me questionne sur quel service choisir, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et je décide d'aller vers le sud de la France, parce que mon idée était de partir dès mon diplôme en Australie et de rallier les Royal Flying Doctors. Donc alors les Royal Flying Doctors en Australie sont les premières ambulances aériennes qui ont une spécificité, c'est qu'elles vont dans les réserves aborigènes faire de la prévention, de la vaccination, du soin. C'est à peu près une 50aine d'avions qui sont basés tout autour, en Australie, et qui interviennent soit sur l'équivalent du SAMU, soit, comme je l'ai dit, la vaccination, la prévention sanitaire. Et j'avais envie de rallier un petit peu les airs et le soin. Donc, pendant l'école d'infirmière, je suis partie pendant les vacances étudiantes en Australie, les rencontrer. Et il était question que je rallie cet endroit-là. Mais pour des raisons personnelles, il fallait que j'attende 5 ans. Donc, je me suis dit, je vais quand même descendre dans le sud. J'aurai un peu plus chaud qu'en Bretagne. Et je suis arrivée dans la région d'Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, il y a une association qui s'appelle La Maison. Et dans cette maison, c'est une maison de soins palliatifs. Donc, je passe 2 ans à accompagner les gens vers la mort. D'accord. Après, je vais, on va dire, apprendre plein de choses en étant remplaçante à la clinique d'Aix-en-Provence. Et tous ces services vont me permettre de me sentir un moment un peu à l'aise pour aller vers le libéral, en ayant touché un petit peu à tout. Et au bout de 5 ans, je me dis, maintenant, je suis prête pour aller railler les Flying Doctors. Et c'est pas ce qui va se passer. Je vais partir en Nouvelle-Calédonie, toujours pour des raisons personnelles. Et de là, je me dis, je vais pas rallier les Flying Doctors, mais je vais essayer de faire quelque chose avec des avions, des hélicoptères, et faire du soin dans les zones les plus difficiles, les plus inaccessibles. Voilà. Alors, au-delà de raisons qui me regardent sûrement probablement pas, cet attrait pour l'Australie, la Calédonie, les îles du Pacifique, ça remonte à loin, c'est les escales de la Jeanne, c'est les escales de la Marine. Cet attrait du Pacifique, il vient d'où? Il date de quand? Il date de 2001. Je suis affectée sur la frégate Prairial à Tahiti pour une année. À l'époque, c'est sur Panthère. Hélicoptère Panthère. Ouais, hélicoptère Panthère. Et c'est une année où on passe 8 mois en mer, en escale de Tahiti, en passant par les îles Marshall, Kiribati, jusqu'à Vladivostok, comme Corée du Sud, Guam, Samoa, voilà. Et là, je me dis, j'ai envie de finir ma vie dans le Pacifique, j'y reviendrai, je sais pas quand et comment. Moi, j'y suis revenue, je suis arrivée en 2019 exactement en Nouvelle-Calédonie. On va faire 5 ans, 6 ans. Ouais, donc t'es arrivée sur le Caillou. Et là, sur le Caillou, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, sur le Caillou, on est en période de Covid. Il y a 15 jours où je suis confinée dans un hôtel, dans une chambre, toute seule. Je me force à ne pas allumer la télé en me disant qu'il va falloir que je m'occupe autrement. On a le droit de sortir 1 heure par jour de notre chambre pour aller marcher, tous en oignon. Mais je craque la dernière heure, j'allume la télé et je tombe sur un reportage à l'aviation au bout du monde. Et je vois un médecin qui s'appelle Dr Tumble, qui est dans les Banks au nord du Vanuatu, dans les îles qui sont à peu près à 3000 km. Là, ça s'étend du nord vers le sud. Et il part avec un petit avion et tous les jours, il va sur un atoll différent faire des soins. Il explique qu'au bout de 19 ans, il est vraiment fatigué, que son binôme, c'était sa fille qui était infirmière, mais que maintenant, elle est partie faire des études de médecin, qui se retrouve seule. Et je me dis, absolument, je rencontre ce monsieur, c'est exactement ce que je veux faire. Tu veux dire que là, l'annonce d'emploi, c'est en allumant la télé, en te disant, non, je regarde pas la télé, je marche, je lis. Et là, tu es dans ta chambre d'hôtel à Nouméa ou que sais-je. Et là, tu vois ça,
Et tu te dis, mais c'est ça. C'est ça. Et là, tu prends ton courage à deux mains, du culot et de l'audace. Et voilà, donc je note bien le nom, je cherche sur les réseaux sociaux comment le joindre, j'arrive à lui parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, il me dit que ça l'intéresserait en effet de retrouver quelqu'un qui puisse être binôme, qu'on serait complémentaires, que si un et l'autre sont fatigués, l'un prend les commandes, voilà. Et bon, les frontières, comme je disais, sont toujours fermées avec le Vanuatu, donc j'ai l'idée que ça va ouvrir, je viendrai vous rencontrer. Mais au bout du 3e échange, je lui demande comment il finance ses vols et il me dit, voilà, nous, c'est intégralement financé par l'Église évangéliste et vous devez être croyant pratiquant pour travailler avec nous. Et là, ça s'écroule. Je me dis, non, c'est pas possible, je ne vais pas ni changer de religion, ni devenir croyante pour juste accéder au vol dans cette région. Donc c'est de là que je me dis, il va falloir te débrouiller autrement, potentiellement tu montes une association, tu cherches des fonds, et puis c'est de là que je cherche des fonds et qu'on arrive à l'histoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et qu'on raccorde. Je pose toujours la même question à mes invités, c'est la petite Marine, entre 8 et 10 ans, à t'écouter, on comprend que tu as grandi dans le Morbihan, quel beau département, dans cette Bretagne. T'es comment? T'es rêveuse, t'es pionnière, t'es aventurière, t'es exploratrice? C'est quoi cette enfance? C'est une enfance dans la nature, avec un papa donc, qui nous amène tous les week-ends l'accompagner dans les réserves. Je pense que j'aime déjà l'aventure. J'entends des histoires, parce que j'en ai pas le souvenir, que j'attrape les poussins dans les nids quand c'est la période de nidification et qu'on va compter toutes les espèces. Donc je les attrape par les pattes, je sais pas différencier le poussin, le goéland du cormorant, donc j'appelle ça des coq-poules. Donc je me balade avec des coq-poules que j'ai attrapés et que j'essaye de faire voler, que je lance en l'air, donc ça marche pas toujours. Et je pense que toute cette jeunesse dans la nature, près de la mer, font que c'est une destination qui me convient de partir vers la marine. Un prénom peut-être un peu prédestiné, diront certains. Un papa qui est dans le soin, parce qu'il est dentiste, quelque part. Peut-être que médecine ou d'aller vers le métier d'infirmière. Ma grand-mère était infirmière, me dit-on, parce que je l'ai décédée, j'avais 8 ans. Donc voilà, ce parcours est peut-être un petit peu de mes ancêtres. Et sur la sphère un peu artistique, littéraire, cinématographique, il y a une appétence pour tout ça, ou alors pas du tout? J'aime dessiner, mais après artistique, je pense pas. Cinématographique, mes parents nous interdisent la télé. On a le droit d'aller au cinéma 1 fois de temps en temps. Donc pour nous, c'est un événement, hein. J'ai une sœur. Donc aujourd'hui, je suis un peu comme eux, il y a toujours pas de télé à la maison, on va au cinéma de temps en temps, et j'aime ça. Donc pour moi, faire découvrir ce qu'on fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée par l'image, oui, mais pas que. L'année d'après, c'est un aquarelliste qui est venu. Alors j'aime passer par tout ce monde-là, même si moi-même, j'en ai pas toujours les compétences. Justement, on raccorde à cette première mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a été racontée justement, je le redis, dans l'ouvrage collectif qui était dédié à des récits d'exploratrices et d'explorateurs. J'ai été saisi en lisant le récit à la fois tout cet espoir que tu insuffles, mais aussi parfois de désespoir. Je trahis un petit peu le récit, mais il y a cette femme enceinte où on a l'impression que ça y est, le bonheur va surgir, c'est un bébé, mais en fait c'est le bébé d'un viol, et tu es complètement attristé, puisqu'il y a aussi le regard de la famille. Comment, quand on fait de l'humanitaire, qu'on arrive avec plein de bons sentiments, on gère cette réalité? Alors oui, on part avec plein de bons sentiments, de côté un peu sauveur. Il faut vraiment que les gens vers lesquels on va soient d'accord. Si on n'a pas 100% d'acceptation, ça ne marche pas. J'ai un autre exemple on est en train de vacciner dans un village en Papouasie. Il y a une forte odeur qui me dérange. Je cherche de quel endroit ça peut provenir. Et je vois une femme qui est avec un torchon, un chiffon, et qui l'agite pour que les mouches qui sont autour d'elle s'en aillent. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle a. Elle a un bandage à la jambe, au pied.
Et quand on ouvre le bandage, on voit la moitié d'un pied où il n'y a plus de chair, il reste des tendons à vif, des os à vif, et je lui demande si elle a mal. Elle me dit non. C'est pourri, c'est complètement pourri, ça sent le pio. Et elle m'explique qu'elle avait une écharde entre les 2 doigts de pied qui partait pas, qu'elle n'arrivait pas à enlever, et son mari a utilisé la flèche avec du poison qu'il utilise pour pêcher le poisson dans la rivière, en pensant cautériser la plaie. Et en fait, elle fait peut-être même pas une réaction allergique. Je pense que le poison l'a empoisonné tout simplement, et du coup, son pied a tellement gonflé qu'il a explosé, que la peau a haché. Et là, quand je vois ça, je vais vite chercher le médecin, je lui demande de regarder, et il me dit si elle n'a pas une septicémie dans les 2 jours à venir, c'est une grande chance. Et là, il n'y a qu'une amputation qui permettra de la sauver. Elle a une quarantaine d'années, elle a 3 enfants. Donc on lui propose de l'accompagner vers cette possibilité de soins, et potentiellement de rester en vie, et que les jours et les heures sont comptés. Et donc on est à l'hôpital le plus proche est à Rabaul, à peu près 5 heures de Banana Boat. Le Banana Boat, c'est un peu le taxi local, un petit parc avec 50-70 chevaux qui traverse d'île en île. Et donc on lui dit, voilà, on pourrait payer pour toi, si tu veux, le bateau, que tu puisses rallier l'hôpital le plus proche. On va demander un petit peu combien ça coûte une opération pour essayer de te donner ce qu'il faut, si tu en as le besoin, mais elle en avait bien sûr besoin. Et elle dit non, j'ai pas envie de quitter mon village, j'ai pas envie de quitter mes enfants. Donc on en parle à la sœur, on en parle au père, il la raisonne, ils lui disent faut y aller, donc elle va finir par y aller. Bon, je raconte un peu aussi l'histoire qu'il va y avoir dans le documentaire tout à l'heure, mais on la retrouve là-bas parce qu'à un moment ou à un autre, on doit passer par cet hôpital. C'était pas prévu, mais on n'a plus assez de vaccins, donc on va en chercher d'autres, et on va la voir. On espère qu'elle est bien allée avec l'argent qu'on lui a donné à l'hôpital, qu'elle en a passé à autre chose. On arrive dans l'hôpital, on la découvre, elle est là, elle vient d'avoir une première opération pour nettoyer cette plaie. Et elle nous explique qu'il va y avoir une 2e opération. Ils n'ont pas eu la nécessité de couper la jambe, mais ils vont greffer une partie de sa cuisse sur le dessus du pied. Et que l'opération est prévue dans 2 jours, 3 jours. Mais on apprendra après que son mari et des hommes du village sont venus la chercher en lui disant que ça faisait trop longtemps qu'elle avait quitté le village, qu'elle ne pouvait plus rester, et donc l'opération n'aura jamais lieu. Je ne sais pas si elle a envie, je ne sais pas si ça plaît, c'est guéri, ça puisse guérir, ou si même le fait de ne pas avoir de continuité de soins en entrant au village, si elle est là ou pas là. Donc voilà, on a mis de l'énergie, on ne sait pas où ça va aboutir, elle ne voulait pas y aller. Et ben, je pense qu'il fallait l'écouter, et que là c'est pareil, cette jeune femme dont je racontais l'histoire qui accouche, donc pour moi c'est une joie. Je me dis qu'elle a 22 ans, c'est un âge normal là-bas, et en fait elle n'a aucune émotion, aucun cri, rien. Elle accouche sans aide, parce que là-bas on n'a pas de péridurale, on n'a quoi que ce soit. Elle ne regarde pas le bébé, elle ne le touche pas. Bon, elle le laisse à l'abandon dès sa naissance. Donc je demande à la sage-femme qui l'a accouché de quoi il s'agit. Elle me dit en fait c'est un enfant issu d'un viol, donc elle veut l'abandonner. Donc je demande comment ça va se passer. Elle me dit tu sais Marine, ici tu es dans les îles, peut-être que quelqu'un va s'en occuper dans la famille ou l'adopter, mais c'est pas sûr. Elle dit tu serais dans les montagnes, un enfant n'a pas de prénom avant l'âge de 5 ans. Parce que son taux de survie est tellement faible que c'est comme un animal. D'accord. Donc je reste moi avec l'enfant, je l'ai dans les bras pendant une journée, j'essaye de voir qui l'a accompagné. Donc sa maman l'a accompagné, sa sœur l'a accompagné. Moi, je discute avec elle, je leur dis que cet enfant il n'y peut rien, il n'a pas choisi ce qui lui arrive, et que ça reste quand même un être vivant. Et donc en fin de journée, il a beaucoup pleuré, il n'a pas eu la tétée, il n'a rien eu, donc potentiellement dans les premières heures c'est quand même important. Et la maman va accepter de le nourrir
en fin de journée. Et quand je vais revenir les voir, ils vont me demander quel prénom j'ai envie de donner à cet enfant. Et donc on l'a appelé Aide Océan. Voilà, qui est le nom de l'association. Ouais. Et justement, avec Aide Océan, cette Papouasie, qui est un pays... tout à l'heure, je disais c'est l'Eldorado, mais c'est un pays à la fois follement attirant, mais aussi follement désespérant, follement rude et âpre. Comment tu gardes la foi et qu'est-ce qui te conduit à Retourner. y retourner? Alors c'est vrai que c'est un Eldorado. Alors il y a pas mal d'entreprises et la France, elle est présente. Il y a des mines d'or, il y a du nickel, il y a des bois exotiques comme teck, il y a du cuivre, il y a du gaz. Donc il y a beaucoup de grosses entreprises et de pays qui regardent la Papouasie comme un Eldorado à ce niveau-là. Mais il y a une grosse disparité et je crois que c'est un des pays où il y a le plus grand écart entre les riches et les pauvres. Donc c'est sûr que cet argent ne va pas à tout le monde. Le soin là-bas, ce qui me paraît difficile, c'est que quand on a un référentiel qui est de jamais avoir eu de soins, on reste dans ce référentiel-là. C'est pas le cas de la Papouasie. Les Australiens donc ont quitté la Papouasie il y a 50 ans. Ils ont fêté, en tout cas en 2025, les 50 ans d'indépendance. Donc la dernière colonie était australienne. Ils ont eu du soin, les Australiens étaient là, avaient mis des hôpitaux en place, des dispensaires, et les enfants étaient vaccinés, et tout d'un coup, plus rien. Et donc, quand il n'y a eu plus rien, et que nous, on arrive dans ces îles où les maires du village l'espérance de vie est de 66 ans, mais certains ont 80 ans. Et ils me disent, mais en pleurant, mais ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu le médecin, vous nous avez abandonnés, qu'est-ce que vous avez fait ? Et presque, il s'agrippe à moi en me disant, mais alors déjà, je leur dis, je ne suis pas australienne, j'ai plus rien. Est-ce que vous voulez qu'on vienne ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Et là, ils vont nous sortir tous les gens qui sont malades, gravement malades. Ils vont nous dire, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, on va leur dire, nous, essentiellement la vaccination, mais on aura aussi un dentiste, une gynéco, on pourra poser des implants, on a des lunettes, on a des livres pour l'école, on a des lampes solaires pour... si vous avez encore une accoucheuse ou une infirmière, on pourra lui donner une lampe parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, etc. Donc, leur référentiel, il est violent et ils attendent et ils ont l'impression d'être abandonnés. Il faut savoir que quand j'ai monté la mission donc, en 2022, je me suis dit où est-ce que je vais pouvoir me fournir en vaccin parce que pourquoi j'ai choisi ce soin et pas un autre soin, je me suis dit je vais être très peu de temps finalement, mes missions vont durer 1 mois en fonction des budgets que je vais pouvoir trouver. Il faut que je fasse quelque chose dont je suis sûre que je l'ai fait. Si je laisse un médicament, est-ce qu'il ne va pas être vendu au marché noir après ? Est-ce qu'ils vont l'utiliser à bon escient ? Puisque depuis des années, ils n'ont plus de médicaments, ils se soignent énormément avec les plantes. Donc, je me suis dit, la vaccination, une fois que l'injection est faite, je suis sûre de l'avoir faite. Par contre, s'ils n'ont pas le rappel, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument que derrière, il y ait un rappel, au moins pour certains vaccins qui seront en 2-3 étapes. Et est-ce qu'il y a des vaccins sur place ? Donc, je cherche et je vois qu'il y a un programme d'urgence qui s'appelle le programme d'urgence 2020-2030, monté par l'OMS, l'UNICEF, la Croix-Rouge américaine, qui dit en Afrique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il faut absolument qu'on augmente le taux de vaccination. Et si on vaccine à peu près à telle échelle, en 2030, on pourrait enrayer du monde la rougeole. On va se rapprocher de 2030, c'est sûr qu'on n'aura pas enrayé du monde la rougeole. Mais on est dans un pays où, donc je fais des recherches, la vaccination de la rougeole, d'après leurs statistiques, c'est 25% de la population. Et il faudra atteindre 90% pour que globalement, on n'ait plus de risque épidémique, de pandémie aussi. Voilà. Donc on me dit, si ça a été mis en place, 2020-2030, ça veut dire que les vaccins, potentiellement, ils doivent être arrivés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il faut que je cherche à quel endroit ils sont. Donc je vois que l'UNICEF les reçoit, les dispatche dans les quelques hôpitaux. Donc dans l'hôpital de Cayenne, je les trouve, mais ils ne quittent pas Cayenne parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion. Donc ils périment. Il y a un grand local qui s'appelle le Medical Governor Store qui est à Port Moresby, qui est un grand hangar où tous les donateurs, UNICEF, etc. amènent du matériel.
je me suis amusée. C'est comme dans un grand Ikea. J'ai pris mon caddie, j'ai été chercher ce dont j'avais besoin. Les 2 tiers étaient ajoutés, les 2 tiers étaient périmés. Parce que ça va pas plus loin que là. Donc c'est du gâchis monumental. Et donc, moi, l'équipe, les petits bras, on est un peu une aiguille dans une botte de foin, on fait ce qu'on peut, mais voilà, en 4 missions, on a vacciné peut-être 13 000, 14 000 enfants. Rougeole, polio, tuberculose. On a eu une mission qui n'était pas en Nouvelle-Irlande, qui avait été demandée dans la province du Golfe par Total Energy, qui lorgne un grand champ de gaz, où ils pensent pouvoir exploiter 75% des besoins d'Asie en gaz. Donc, ils veulent bien sûr que les tribus aux alentours de cette zone d'exploitation acceptent leur présence. Donc, ils m'ont dit qu'il faudrait venir faire des soins, de la vaccination, etc. Donc, je suis allée dans cette région-là. On a dit de venir 3 semaines. En 3 semaines, on a détecté 25 lépreux, 75 tuberculeux. Une zone où les enfants meurent de faim, ce que je ne savais pas, parce qu'en Nouvelle-Irlande, les terres sont correctes, ça cultive, on mange du poisson, on a des légumes, des fruits. Dans cette région-là, qui est une espèce d'Amazonie, des fleuves immenses, une hydrométrie hyper importante. Et je voyais des enfants tels qu'on les imagine en Afrique, gros ventre, petites jambes, et je me dis, ils sont malnutris, c'est pas normal. Donc je fais des recherches, et dans cette région, en effet, un enfant sur 13 n'arrive pas à l'âge de 10 ans et est mort de malnutrition. Donc voilà, c'est un pays où c'est grand, c'est vraiment différent, 820 langues parlées, le soin, il y a énormément à faire. Il faut arrêter de donner inutilement. La gestion de tous ces dons, c'est une catastrophe. Donc il faut insister à bien t'écouter, il faudrait plus de gens qui aillent sur le terrain et qui aillent vacciner. Et c'est un peu ça la solution. C'est un peu ça la solution. Dans le pays, des soignants, il y en a, mais pas énormément. Par exemple, ils ont une école de dentistes qui forme 50 dentistes par an. Là, ils sont en train de refaire les statistiques. Ils pensent qu'ils sont plutôt 12 ou 14 millions d'habitants. Ils ne savent pas trop. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas refait leur taux démographique. Donc, il y a quand même peu de soignants. Et puis après, il n'y a pas... Les moyens de locomotion sont les bateaux, les 4x4, mais sur des très petites distances. Donc après, c'est marche à pied. C'est partir pour des kilomètres et des kilomètres avec un sac à dos, des glacières. Donc aussi, il faut gérer toute cette partie de la chaîne du froid. Il faut que le réseau là-bas, petit à petit, ça se développera, ça mettra du temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait des unités entières de marcheurs, de bateaux. Là, moi, j'ai proposé un bateau hôpital plutôt que louer ce qu'on trouve pour faire nos missions. Une mission, c'est des bateaux qui sont utilisés d'habitude pour le tourisme. Le tourisme en Papouasie, qu'est-ce qui les attire? La plongée, le surf. Donc, pas mal de touristes australiens, américains qui viennent pour ça. Donc, c'est des bateaux comme ça qu'on a utilisés. Moi, j'ai demandé au gouverneur de la Nouvelle-Irlande s'il avait un bateau hôpital et qu'il pouvait lui-même faire ça. L'idée, c'est de les rendre autonomes. Donc, il m'a dit oui, ça serait une bonne idée. Donc, j'ai demandé à 2 chantiers navals de faire un bateau, de proposer un bateau hôpital en fonction des missions qu'on a fait, avec l'expérience qu'on avait, comment agencer le bateau. J'ai donné les prix, j'ai donné les plans. Ils m'ont dit oui, est-ce que vous pourriez aussi demander des petits le banana boat là, mais transformé en bateau en ambulance pour qu'on aille vite avec nos équipes. Donc voilà, là pour l'instant je leur ai fourni tout ça et j'espère qu'ils vont aller vers ça pour avoir une autonomie et pour en tout cas la Nouvelle-Irlande, puisque ça va être notre 4e mission avec eux, qui est une confiance qui s'est instaurée, potentiellement qu'ils le fassent eux-mêmes, puisqu'ils ont les noms, ils ont les vaccins, ils ont même pour la première fois l'année dernière le vaccin papillomavirus HPV qui a été donné par les Australiens. Ils ont été formés par les Australiens. Ils ont donné
Alors les vaccins, mais ça reste dans le frigo de l'hôpital de Cayenne. Ça va vacciner les quelques habitants de la ville, mais pas plus, quoi. Je pose la même question à tout le monde. Et la mort dans tout ça? La mort dans tout ça, c'est marrant parce que quand je suis partie dans ma première affectation, on va dire, après mon diplôme d'infirmière et que je choisis d'aller vers les soins palliatifs, on a un cours et une psychologue nous demande pourquoi on choisit les soins palliatifs. Et donc, quelle est notre attirance vers les gens qui vont mourir? Et donc, je réfléchis un peu. Je me dis, bon, la marine m'a quand même... j'aurais pu approcher la mort par le choix de ce métier, où je peux être dans des missions de sauvetage, mais aussi des missions de combat. Finalement, les hélicos de la marine, je crois que sur les 25 dernières années, il n'y avait pas eu un échange de tirs. Donc, je fais la seule mission de ces 25 dernières années. Bon, ça s'est bien passé. J'ai eu un seul blessé, c'était léger. Donc la mort, je ne l'ai pas frôlé là. Quand j'ai donné la naissance de ma première fille, je l'ai frôlée. Quand j'ai été et m'approché des gens qui mouraient, je me suis donc posé la question, pourquoi? Et elle nous a dit, si vous ne trouvez pas, la plupart du temps, moi je pense que vous avez tellement peur de la mort que vous voulez la maîtriser, savoir comment ça se passe. Donc vous venez voir de plus près comment on meurt. Je lui dis quand même, c'est presque malsain, j'en sais rien. Donc je ne sais pas, en tout cas, la mort, je me dis que j'aimerais ne pas en avoir peur. Je vois bien que pour les gens qui l'approchent, s'ils ne sont pas dans la douleur, ils l'approchent plus facilement. Donc, je sais pas, je me souhaite une mort soit très rapide où j'ai pas le temps d'analyser ce qui se passe, soit une mort où la douleur est bien gérée. Et je pense que ça, c'est quelque chose dans les soins palliatifs qui est vraiment la pièce maîtresse. Et il faut vraiment que cette partie-là soit accompagnée. Voilà. Et pour finir sur une note... sur une autre note, d'ailleurs. Justement, d'ici là, il y a quoi à remplir et quel nouveau chapitre à écrire? Parce que tu sembles maîtriser l'art du rebond. Et d'océan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme je disais, les budgets sont difficiles à récolter, à trouver. Donc, il est possible que je me retire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, que me recentre en fait sur l'endroit où je vis en Calédonie, où avec le départ de 20 000 personnes et de beaucoup de médecins, le soin devient difficile. Donc, je cherche comment pouvoir aider ces gens, ces peuplades, ces gens qui habitent vers Bélep, les îles qui sont au nord, les îles Loyauté. Et je me dis qu'il y a peut-être... un copier-coller avec ce que fait en France la box médicale, qui sont des containers avec de quoi faire de la télémédecine à l'intérieur. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut développer en Calédonie. Donc là, ça fait 9 mois que je travaille sur ce projet-là. Et probablement essayer de voir avec le ministre de la Santé en Calédonie si ça peut être un objet et une médecine qui pourrait être accepté, convenir et pallier à ces zones qui sont désertées de médecins. Voilà. Dernière question, t'aimes qu'on dise quoi de toi, côté une bâtisseuse, une passeuse, une exploratrice, une... Je pense que je fais des liens. Certains me disent que je suis passeuse d'âme, je sais pas, mais je pense qu'en fait, quand j'avais 17 ans que j'ai voulu être pilote, j'apprenais, je lisais beaucoup de choses sur l'aviation et il y avait une petite phrase que j'aimais bien qui était il faut viser toujours la lune pour finir dans les étoiles. Et donc je crois que moi je vise toujours la lune et quand j'entends quelqu'un qui a un projet et que je me dis je peux peut-être l'aider, je peux peut-être accompagner, voilà, je suis une accompagnatrice, je sais pas. La passeuse d'âme. On a plein d'étoiles devant les yeux et même dans les oreilles. Merci à toi, Marine. Merci. Merci à tous d'écouter le podcast Septentrion, là où souffle l'aventure.
Rendez-vous bientôt sur les plateformes avec un nouvel invité. Et comme disait mon grand-père, Kenavo.